Et si tout ce qu'on pensait savoir sur le rhume des foins et les allergies saisonnières, c'était complètement à l'envers? Et si le pollen, c'était pas du tout le vrai ennemi? Ouais, ça c'est une idée qui bouscule pas mal de choses, hein. Ah mais totalement! Imagine que ce soit juste le déclencheur d'un conflit émotionnel hyper profond et complètement caché. C'est exactement la thèse centrale des textes qu'on analyse aujourd'hui pour notre plongée approfondie. C'est ça. Pour cette exploration, on a rassemblé un corpus vraiment fascinant. On va parler de décodage biologique, de psychosomatique, et le but, c'est de décortiquer la vraie signification métaphysique des allergies. D'ici la fin de cet échange, on pourra comprendre comment décoder ces signaux intenses du corps et voir quelles causes émotionnelles se cachent derrière. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je préfère poser un cadre très strict. Le contenu de notre analyse aujourd'hui, c'est proposé à des fins purement éducatives. Bien sûr. Ça ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical professionnel. En cas de symptômes, la médecine traditionnelle, ça reste l'interlocuteur de base. L'intention ici, c'est juste d'offrir une grille de lecture psychologique, en complément. Le cadre est posé et je suis ravie que tu l'aies précisé parce que c'est super important. Bon, on va décortiquer tout ça. Nos sources proposent une vision de la santé vraiment hors des sentiers battus. Voici un peu la feuille de route pour le quart d'heure qui vient. Je t'écoute. D'abord, on va explorer la symbolique générale des allergies, donc le lien avec la séparation. Ensuite, on fera un focus hyper précis sur le pollen, le rapport au temps, la nouveauté. Et enfin, on va analyser les symptômes physiques en eux-mêmes, genre la sensation d'étouffement, et les fameux bénéfices cachés de la maladie. Vaste programme. Ouais. Du coup, comme les mécanismes immunitaires de base sont connus, plongeons direct dans ce que les sources appellent le décodage biologique. En fait, l'allergie, c'est pas juste une défaillance, c'est une réaction de défense exacerbée face à une menace. Et ça, c'est fou. C'est fascinant parce que les textes vont vachement plus loin. Ils expliquent que le corps, dans sa logique de protection, il va faire un transfert. Un transfert, c'est-à-dire? Le cerveau associe une souffrance émotionnelle énorme à un élément extérieur qui était là au moment du choc. C'est ce qu'on appelle la mémoire d'une séparation. D'accord. L'amygdale, les centres de la mémoire, ils enregistrent pas juste la douleur émotionnelle, ils prennent une vraie photo sensorielle de l'instant. Et l'allergène devient l'encre de cette blessure. Ouais, c'est une cartographie mentale hyper puissante. Pour bien ancrer ça, prenons un exemple narratif qu'on retrouve dans plusieurs textes. Imaginons une rupture amoureuse super violente. Ou l'annonce d'un deuil, par exemple. Exactement. Et ça arrive un après-midi de printemps, la personne est dans un parc, assise sur l'herbe, il y a des arbres en pleine pollinisation autour. Le pire scénario pour les allergies, quoi. Grave. Le cerveau subit un stress émotionnel maximal à ce moment-là. Et dans cet état de détresse, il fige l'instant. Il capte le désespoir, ok, mais il enregistre aussi l'odeur de la terre, la chaleur et cette tonne de pollen dans l'air. Et c'est là que l'équation se crée. Voilà, le corps crée une équation inconsciente. Présence de pollen égale danger émotionnel de mort imminent. Donc, les années d'après, quand le printemps revient avec ce même pollen, le système immunitaire déclenche l'alarme avant même que l'esprit comprenne quoi que ce soit. Le corps se souvient. Ouais, il attaque la particule végétale comme s'il repoussait la douleur de la rupture. En fait, la mécanique, c'est vraiment celle d'un bouclier qui se lève, mais contre la mauvaise cible. Le traumatisme émotionnel n'a pas été digéré par la psyché, donc le corps physique prend le relais pour maintenir l'alerte. Le pollen, c'est juste le bouc émissaire de l'histoire. C'est fou de voir ça comme ça. Et ça soulève une question hyper intéressante. Nos sources insistent sur un changement de paradigme. En gros, pendant une crise, la vraie question, c'est pas à quoi on est allergique, mais à qui ou à quelle situation on est allergique. Exactement. À qui on est allergique? Ouais, et cette simple question, elle change toute la perspective. Ça force à regarder plus loin que le symptôme médical. Faut interroger ses relations, son boulot, ses conflits internes. La substance que le corps rejette, c'est le miroir d'une situation devenue intolérable, mais qu'on n'arrive pas à rejeter consciemment. Ok, donc on vient de voir que l'allergie, c'est souvent cette mémoire de séparation ou d'intolérance. Mais pourquoi le pollen spécifiquement? Pourquoi pas un autre truc? On va voir comment ça nous connecte à une peur bien plus existentielle. C'est vraiment le cœur de notre deuxième point. Si on oublie le côté botanique 2 secondes, le pollen, symboliquement, c'est quoi? C'est la vie, non? C'est ça. Les textes soulignent que ça représente l'essence de la fertilisation, de la reproduction, du cycle naturel. Donc, faire un rhume des foins, métaphysiquement, c'est montrer une énorme résistance face à ce que ça représente. Le refus de s'inscrire dans ce cycle naturel. C'est hyper profond.
Les sources disent que s'attaquer au pollen, ça peut vouloir dire rejeter inconsciemment l'idée d'avoir des enfants. Surtout quand il y a une grosse pression sociale ou familiale là-dessus, ça génère une angoisse silencieuse. Et il y a une nuance encore plus large dans les documents. C'est la non-acceptation du temps qui passe. Le printemps, c'est le renouveau qui s'impose à nous. Un cycle qui s'arrête jamais. Ouais, donc pas le mettre sur pause. Exactement. La récurrence de l'allergie chaque saison, c'est comme un métronome. Pour quelqu'un qui angoisse de vieillir ou qui voit ses rêves de jeunesse s'éloigner, l'explosion de vie du printemps, c'est pas une fête. C'est un rappel super douloureux qu'on stagne, ou que le temps fuit. Les textes lient carrément le rhume des foins à la peur de la nouveauté. La nature avance et la personne allergique freine des cas de fer. Voilà, c'est un refus catégorique de l'aventure. C'est marrant, ça me fait penser à une horloge. Le retour des beaux jours, c'est comme un réveil matin qu'on voudrait exploser contre le mur. Ah oui, l'envie de rester sous la couette. C'est ça. On a tous connu ce moment où l'alarme sonne et on veut juste pas affronter la journée. Bah là, l'alarme, c'est la floraison et le refus de se lever, c'est la crise d'éternuement. Le corps fait barrage au changement. Cette analogie du réveil, elle est parfaite. Le corps crie son refus d'avancer. Il crée un écran de fumée, ou plutôt un écran de symptômes, pour justifier cette immobilité. Donc le pollen, c'est la peur du changement et de la reproduction. Maintenant, regardons un peu le troisième axe. Qu'est-ce que le nez bouché ou les yeux qui coulent essaient de nous dire? Parce que selon les sources, ce n'est pas des dommages collatéraux, c'est des métaphores incarnées. Absolument. La phénoménologie de la crise, elle est hyper précise dans la littérature psychosomatique. Prends la congestion nasale, par exemple. Le nez complètement bouché. L'enfer. Ouais, ça crée un sentiment d'étoussement direct. Et métaphysiquement, c'est pas juste un problème respiratoire. Ça traduit une situation de vie où l'individu se sent littéralement asphyxié par ce qui l'entoure. Donc on parle d'être étouffé, je sais pas, par un boulot aliénant ou une relation toxique. C'est exactement ça. Ou le poids des obligations familiales. La personne, elle bout à l'intérieur. Elle est en pleine révolte, mais elle se force à sourire. Elle fait plaisir aux autres pour pas décevoir. L'air passe plus. L'air, c'est le symbole de la vie et des échanges. Donc si l'air passe plus, la personne se coupe du monde parce que sa réalité est trop contraignante et qu'elle n'ose pas l'affronter. Mais du coup, cette asphyxie, ça nous amène au concept de programmation saisonnière et ces fameux bénéfices cachés de la maladie. C'est le point le plus croustillant. C'est clair. On est d'accord que la souffrance physique est réelle, hein, on n'invente rien. Mais l'inconscient y tirerait un avantage de cette vulnérabilité. L'allergie qui tombe à date fixe, ça devient une excuse en or massif. Une excuse redoutable, ouais. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Prétendre que notre système immunitaire, il va déclencher une inflammation de dingue avec la fatigue, l'irritation, tout le package, juste pour esquiver le repas dominical chez belle-maman, c'est pas un peu extrême? On donne pas trop de pouvoir au subconscient, là? C'est une objection super classique et c'est normal de se la poser. En surface, ça a l'air disproportionné de s'infliger ça pour un repas. Bah oui, un peu, non? Sauf que les textes sont très clairs là-dessus. Pour notre inconscient, la perspective d'un conflit ouvert, l'idée de décevoir les proches ou de casser les attentes sociales, ça crée une angoisse de mort psychologique bien pire qu'un ébauché. Ah ouais? L'évitement à tout prix? La psyché, elle est programmée pour maintenir le lien social. Si tu dis texto « je veux pas venir parce que vous m'étouffez », c'est le cataclysme relationnel. Donc le corps produit un symptôme médical, irréfutable. La maladie, c'est le paratonnerre. C'est fou. Le mécanisme, c'est un compromis de survie sociale. T'as une excellente raison pour pas y aller, validée par le médecin en plus. Et le pire, ou le mieux selon comment on regarde, c'est que ça attire l'attention. Les proches sont bienveillants, ils s'adaptent, on te ménage, et t'as jamais eu besoin de dire le moindre mot méchant ou de poser tes limites. C'est le crime parfait de l'inconscient. Le symptôme physique devient le porte-parole. Le corps exprime un refus catégorique que la bouche est incapable de prononcer à cause de la peur ou de la politesse. Le corps qui sert de soupape de sécurité pour nos non-dits. C'est hyper parlant. Bon, sachant tout ça, comment on passe de la théorie à la pratique? Nos sources s'arrêtent pas au constat. Elles proposent un vrai cheminement. Oui, un plan d'action très concret pour désamorcer cette alarme. Donc, abordons la partie pragmatique. L'idée, c'est de se libérer de ce schéma en 3 étapes. La première étape, c'est de retracer l'événement initial. Il faut faire l'effort d'identifier le choc, le fameux deuil ou la contrariété qui s'est passé au moment de la toute première crise allergique. Ça demande une sacrée honnêteté envers soi-même. Mais mettre la lumière sur cet événement, ça permet de casser l'association neurologique entre le pollen et le trauma.
Par contre, il y a un gros obstacle. La mémoire. Bah ouais, si la première crise, elle date d'il y a 20 ans, on s'en souvient pas forcément du contexte exact. C'est flou. C'est une réalité clinique très fréquente. Mais les auteurs ont une solution super lucide face à cette amnésie. Faut arrêter de creuser le passé et observer le présent. Observer quoi exactement? Les émotions, le schéma émotionnel de l'allergie, il est cyclique. Donc, au lieu de chercher la cause d'il y a 20 ans, il faut observer les jours ou les semaines qui précèdent la saison des allergies cette année. Qu'est-ce qui monte? Est-ce qu'il y a une angoisse face à un changement prévu, une rancœur qu'on n'ose pas exprimer dans le couple? En captant l'émotion actuelle, on retombe souvent sur la racine du problème. D'accord, donc on scanne ce qui nous prend la tête juste avant le printemps, et ça nous amène à la deuxième étape, qui est sûrement la plus dure, hein. Accepter la nouveauté et assumer ses choix. Oula, oui. C'est s'entraîner à dire non consciemment aux situations qui nous étouffent, pour plus avoir besoin d'être malade pour s'échapper. C'est un sacré apprentissage. Si une obligation te pèse, le défi, c'est de décliner l'invitation de manière claire, sans agressivité. Faut enlever le job au système immunitaire. Pourquoi c'est si dur de dire non en fait? Les bouquins de décodage expliquent que ça touche à notre besoin viscéral d'approbation. On a peur d'être rejeté. Le conditionnement social, il veut qu'on soit la personne sympa, qui s'adapte toujours. C'est pour ça que la maladie est si pratique. Ça dispense de la culpabilité. C'est ça. Mais assumer ses choix, c'est tolérer l'inconfort de décevoir. C'est reprendre la responsabilité de ses propres limites au lieu de déléguer ça à son nez bouché. Et cette reprise de responsabilité, ça mène direct à la troisième étape. Prendre sa place. C'est-à-dire? Arrêter de se cacher derrière la souffrance saisonnière. Définir son espace vital. Exprimer ses limites sans ambiguïté. Ça fait baisser la pression psychologique d'un coup. Et métaphysiquement, quand l'esprit arrête de lutter en silence, le corps physique n'a plus de raison de maintenir cet arsenal défensif délirant. La pacification intérieure calme l'immunité. C'est beau. C'est très poétique, oui. Mais c'est surtout libérateur. Carrément. Cette approche, elle redéfinit l'expérience de la maladie. Le rhume des foins, c'est plus juste une fatalité botanique contre laquelle on peut rien faire. Ça devient une boussole émotionnelle, un truc qui nous indique précisément où sont les frictions et les non-dits dans notre vie. Et attention, on répète que ça rejette pas les médicaments qui soulagent, hein. Mais ça rend à l'individu une vraie capacité d'action sur lui-même. C'est une opportunité de grandir. Sanitaire s'emballe face à un petit grain de pollen tout inoffensif. C'est souvent le reflet d'une hostilité intérieure massive ou d'un deuil non résolu. Le corps se bat à mort, mais il se trompe juste de champ de bataille. Absolument. Deuxièmement, cette fixation sur le pollen, elle cache une résistance énorme face au temps qui passe. C'est la peur du vieillissement, la peur du renouveau ou des pressions liées à la procréation. L'allergie, symboliquement, elle bloque la nouveauté. Et le troisième point, hyper pragmatique, les symptômes physiques, comme l'étouffement avec le nez bouché, ça agit comme une excuse inconsciente. Le stratagème parfait pour esquiver les relations ou les situations qui nous asphyxient dans la vraie vie. Avoir ces trois clés de lecture, ça permet d'aborder le prochain printemps d'une façon complètement différente. Clairement. Et du coup, l'action qu'on vous propose aujourd'hui, à partir de tout ça, c'est de partager cette réflexion. On a tous dans notre entourage quelqu'un qui vide des boîtes de mouchoirs dès le mois d'avril. C'est clair. Le but, c'est pas de jouer au docteur avec eux ou de faire un diagnostic sauvage, hein, mais juste d'exposer cette perspective. Des fois, le simple fait d'évoquer le lien entre une émotion refoulée et un symptôme, ça crée un déclic monumental. Ça peut lancer des conversations hyper libératrices. Ça conclut parfaitement l'analyse de ces documents. Et pour clore cette exploration, je voudrais poser une dernière pensée, juste pour le plaisir de cogiter. Vas-y. Si le cerveau, il a cette capacité incroyable à relier un trauma complexe à un truc aussi banal que de la poussière de fleurs, c'est fou de se demander jusqu'où ça va. Quels autres petits éléments complètement anodins du quotidien, je sais pas, une odeur dans un couloir, la lumière à une certaine heure, déclenchent secrètement nos états émotionnels sans qu'on s'en rende compte? C'est une excellente question. Les clés de nos réactions les plus bizarres sont peut-être vraiment, littéralement, sous notre nez. Merci pour cet échange et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée au cœur des sources.